Bonjour et bienvenue au sein du salon M2S. On est au cœur du salon des mobilités urbaines et périurbaines organisé à Toulouse pendant 2 jours, deuxième jour. Alors évidemment, on va continuer à parler mobilité avec ce premier plateau télé de la journée, mobilité et notamment intermodalité, notamment à la maille de la métropole toulousaine. Alors on va parler grands projets d'Occitanie parce que de grands projets se développent ici à Toulouse et dans la région Occitanie. Et pour en débattre, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Michel Latte. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes adjoint au maire, vice-président de Toulouse Métropole, mais surtout, c'est votre casquette de président de Tisséo Collectivité, Tisséo Ingénierie qui nous intéresse aujourd'hui. Catherine Trevet, bonjour et bienvenue. Vous êtes la directrice territoriale de SNCF Réseau pour toute l'Occitanie. Et Bastien Tout-le-Monde, bonjour et bienvenue. Vous êtes le directeur régional d'Enedis. Bonjour Gilles. Alors, plusieurs sujets, plusieurs grands chantiers qui vont animer les mobilités pour la métropole toulousaine et puis la région Occitanie dans les prochaines années. On va parler de la nouvelle ligne C, la future ligne C de métro toulousain. Jean-Michel Latte, elle est en cours de construction. Ça n'a échappé à personne à Toulouse. De grands travaux un peu partout. Peut-être on rappelle les fondamentaux de la ligne. Quel est son tracé, sa longueur, le nombre de stations ? Alors, cette ligne, c'est aujourd'hui le plus grand chantier de France à part le Grand Paris. C'est le plus gros chantier qu'ait jamais connu Toulouse, puisque c'est en distance la ligne A plus la ligne B. Les deux réunis, on est sur 27 km, 21 stations, en espérant commencer par 200 000 emports jour pour le fonctionnement de cette ligne. Et on part de Colomiers pour aller jusqu'à la Belge. Alors 200 000 passagers dès l'ouverture, c'est considérable. Ça va être un appel d'air sur l'offre de transport toulousain, métropolitain. Voilà, on espère que 90 000 voitures disparaîtront chaque jour de Toulouse grâce à l'apport du dispositif. Puis on aura surtout un vrai réseau. Les 3 lignes sont en connexion, elles sont en connexion avec le tram, elles sont en connexion avec les Linéos. Donc c'est vraiment un réseau qui sera en place et qui sera un des meilleurs de France, avec en particulier la complémentarité avec la SNCF. Avec la SNCF, on va en parler. L'entrée en service, c'est prévu pour quand ? C'est prévu pour la fin de 2028. La dernière année sera une année qui va être curieuse pour les gens parce que tout sera fait et c'est une année de marche à blanc, c'est-à-dire que pour certifier le dispositif automatique, c'est un métro automatique, il faut une année de marche à blanc. Une année, donc on va voir des métros passer, mais vides de passagers, donc, voilà. Uniquement avec des techniciens. Alors, vous l'avez dit, l'enjeu de cette ligne, quand elle a été dessinée, ça a été l'intermodalité. Alors, derrière ce mot, qui peut paraître un peu compliqué, mais qui ne l'est pas, c'est de pouvoir s'interfacer, se connecter entre le métro et d'autres modes de transport. Exactement, et en particulier le train, puisqu'on a 5 gares sur le trajet de la ligne C. La Belge, Montaudran, on a La Vache, on a Matabio et on a Colomiers. Je ne les ai pas donnés dans l'ordre. C'est pas grave, il y en a 5. Il y en a 5 et ça deviendra le support d'outils qui nous permettront d'aller dans les territoires par l'opérateur ferré. Et alors ça a été pensé dès l'origine, cette interconnexion, est-ce que c'est dans l'ADN de la ligne C du métro ? C'était une des bases du travail de dessin de cette ligne. Quand il a fallu créer la ligne, un des fondamentaux, c'était l'intermodalité. L'intermodalité. Donc l'idée, c'est qu'on peut arriver de très loin, d'Albi, de Auch, en train, et puis on monte dans le métro plus facilement. Exactement. C'est du gagnant-gagnant. C'est-à-dire que le métro va permettre de redistribuer et l'accès ferré va permettre de ramener une population qui nous échappe aujourd'hui. Alors on parle connexion avec le train, on va développer ça avec vous, Catherine Trevet. Bienvenue sur ce plateau, vous êtes la patronne de SNCF Réseau en Occitanie. Alors la ligne C interfacée avec le train, concrètement ça veut dire quoi ? Alors, de notre côté, effectivement, pour le mode ferroviaire, l'interface avec les réseaux urbains est essentielle et c'est une préoccupation première, comme le disait Jean-Michel. La partie ligne nouvelle Toulouse-Bordeaux et les aménagements ferroviaires au nord de Toulouse pour aller se connecter sur la ligne nouvelle sont bien prévus d'être interconnectés avec le réseau urbain. On a, je dirais, 3 grandes composantes dans ce projet en interconnexion. Il y a la gare de Toulouse, d'ores et déjà. Donc la gare Matabio centrale. Exactement, la gare Matabio centrale. Aujourd'hui, c'est 60 000 voyageurs par jour qui traversent à peu près cette gare, avec l'arrivée de la ligne nouvelle, les développements prévus au niveau des trains Lio. Eh bien, on a une augmentation du trafic, et la 3e ligne de métro, bien sûr, on a une augmentation des flux voyageurs prévus à environ, à horizon 2032, 160 000 voyageurs. Alors on va passer de 60 000 à 160 000. Exactement, ce sont nos prévisions. Oui, exactement, c'est considérable, et donc il faut qu'on se prépare et qu'on aménage tous ces espaces. Donc on a commencé, on a livré l'été dernier des aménagements au niveau de la gare de Toulouse
Toulouse avec un élargissement des souterrains et des travaux d'accessibilité. L'élargissement des souterrains, c'est une première étape. Ça va être un point important pour permettre aussi l'accès à la future halle des mobilités portée par la région Occitanie, qui va être aussi un objet essentiel demain au niveau de la gare de Toulouse. Donc ça, c'est une halle qui est juste à côté de la gare, vraiment. De l'autre côté des voies principales, ça va être un nouvel espace voyageur, une nouvelle halle avec des services justement multimodaux, qui est porté par la région Occitanie. Et nous, notre rôle au niveau SNCF, c'est bien d'interconnecter la gare avec cette halle des mobilités à travers les souterrains qui existent déjà dans la gare. On les prolonge, on va la chercher. Très bien. Alors, oui, allez-y. Si, un dernier point quand même sur cette ligne nouvelle, c'est la gare nouvelle quand même de Montauban. Et oui, alors les lignes nouvelles, quand on parle de ligne nouvelle, on parle de la ligne à grande vitesse Bordeaux-Toulouse. C'est ça. Avec des nouvelles gares qui sont créées sur le tracé. Exactement. Donc en fait, la ligne nouvelle, c'est Bordeaux-Toulouse, mais on va s'arrêter à Castelnau-d'Estrétefond. À Castelnau-d'Estrétefond, on va reprendre la ligne classique. Donc ça, c'est un point important mais du système. Mais sans rupture de charge. Sans rupture de charge, on est d'accord. C'est juste qu'on va être à grande vitesse jusqu'à Castelnau-d'Estrétefond. Et entre Castelnau-d'Estrétefond et Toulouse, on revient sur une vitesse normale, classique, dite classique. Donc l'enjeu pour nous, c'est d'aménager aussi les haltes qui se passent, qui sont desservies pour les trains du quotidien entre Toulouse et Castelnau-d'Estrétefond. Alors concrètement, une halte, c'est quoi? C'est pas une gare, en fait, c'est un arrêt qui permet de descendre et de monter. Exactement, c'est un point d'arrêt. Et au niveau de ces haltes, on va avoir déjà la halte de ce qu'on appelle route de Launaguet, qui est la Vache, qui va être interconnectée avec la troisième ligne de métro. Là, on pourra descendre à cette halte et monter dans la ligne C du métro. On fait ce qu'on appelle, nous, un rabattement vers le métro. Nos voyageurs vont descendre, ils vont pouvoir monter dans le métro et finir leur parcours. Et puis, il y a aussi les enjeux d'aménagement, ce qu'on appelle des pôles d'échange multimodaux. Au niveau de l'ensemble des haltes de ce parcours, c'est bien aménager les espaces autour de la gare pour permettre justement d'accueillir l'ensemble des modes de transport et pas que ma brique ferroviaire, et puis être en capacité aussi d'accueillir l'ensemble des flux voyageurs, puisqu'on va avoir plus de monde, donc il faut savoir gérer l'ensemble de ces flux. Alors plus de monde aussi parce que la ligne à grande vitesse, ça permet la grande vitesse, donc on va aller à Paris en 3 heures et quelques, mais ça permet aussi de massifier les trains du quotidien, puisque vous élargissez le nombre de voies ferrées, on va dire, à l'entrée de Toulouse sur les 20 derniers kilomètres, ou les 20 premiers, ça dépend le sens. Mais du coup, ça va permettre de faire circuler plus de trains du quotidien pour ramener, inciter les gens à faire un report modal quand on vient de Montauban, abandonner la voiture et venir en TER, je sais pas, en train régional, et pour ensuite rentrer cœur de ville grâce au métro. C'est ça la stratégie. Hein. Oui, c'est ça. En fait, ce qu'on appelle, nous, les aménagements ferroviaires au nord de Toulouse, l'idée, c'est de passer sur une plateforme 4 voies, donc augmenter... Aujourd'hui, on est à 2 voies. Aujourd'hui, on est à 2 voies. L'idée demain, c'est de passer à 4 voies, donc augmenter la capacité pour passer le nombre de trains. Aussi bien des trains grande vitesse, ou longue distance, mais aussi les trains LIO, puisque la région Occitanie a des ambitions de développement de son offre train LIO. Il y a aussi un projet de service express régional métropolitain, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais aussi les trains de marchandises, parce qu'on a aussi des ambitions de développer les trafics marchandises. Le ferroviaire étant un mode de transport très vert, c'est aussi des attentes fortes de pouvoir augmenter ces dessertes. Alors Jean-Michel Latte, j'imagine que quand vous faites votre ligne C de métro et que SNCF Réseau prépare la LGV, les AFNT, le nœud ferroviaire du Nord toulousain, il faut que vos services se parlent pour être parfaitement... Heureusement. Oui. Heureusement. Bien sûr, on est en connexion, j'allais dire connexion directe entre services. On a de multiples réunions sur tous les sujets, et en particulier sur les grands projets. Donc, heureusement qu'on se parle, ça serait catastrophique. Parce qu'il faut que tout ça converge à la même date. Hein, Bien sûr. Voilà. Alors, on n'y arrivera pas toujours de converger à la même date, mais enfin, on ne sera pas très loin, on sera quand même dans des proximités raisonnables. Très bien. Alors, Bastien Tout-le-Monde, bienvenue parmi nous. Vous êtes le directeur régional d'Enedis. Alors, on peut se dire, Enedis, qu'est-ce qu'ils viennent faire dans les mobilités? Peut-être on rappelle, Enedis, qui vous êtes. Vous êtes le gestionnaire du réseau électrique. Oui, alors on est le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité. Donc, on opère le réseau qui est propriété des collectivités locales et qu'elles nous confient. Et on s'attache à l'exploiter au mieux de façon à le faire fonctionner au quotidien, mais aussi à accompagner leurs projets, entre autres les projets dont pouvait parler Jean-Michel, par exemple, sous la maîtrise d'ouvrage de Tisséo. Ben justement, alors en quoi vous êtes intéressé par les mobilités? Bon, on sait, le métro, il fonctionne à l'électricité, donc je pense que là, vous intervenez beaucoup, et l'idée, c'est de décarboner aussi les mobilités. Vous avez votre rôle à jouer dans la décarbonation, parce que tout ça, c'est moins de voitures, c'est plus de transport collectif, moins de carbone. Oui, on l'a vu avec Jean-Michel et avec Catherine. Enedis, qui d'ailleurs s'est transformé en entreprise à mission il y a 1 an,
avec un défi qui était de raccorder le monde au défi collectif d'un développement durable. C'est de se dire qu'on doit décarboner les transports. Plus on peut faire des transports collectifs décarbonés, mieux c'est. Le train, le métro. Et on a une chance formidable en France, c'est que notre électricité est décarbonée à quasiment 100%. Grâce au nucléaire et aux énergies renouvelables. Tout ce qu'on fait avec de l'électricité, c'est par nature décarboné. Nous, on porte le vecteur électricité comme un outil de décarbonation. Et donc, ce que nous faisons, c'est que nous accompagnons les projets de Catherine, les projets de Jean-Michel. On pourrait aussi parler de Vélo Toulouse, si on a 2 minutes pour le faire. On va en parler, oui. Mais une fois qu'on a eu un maximum de passagers qui ont pris les transports en commun, il en reste qui ont un usage voiture, il en reste qui ont un usage vélo. Donc notre rôle, c'est aussi d'accompagner la transformation de ces usages-là vers la décarbonation, en développant des infrastructures, en raccordant des infrastructures de recharge de véhicules électriques, en accompagnant le projet TCO Vélo Toulouse, et en permettant, et c'est notre gros chantier du moment, à ce que tous les gens qui aujourd'hui vivent dans des logements collectifs, en France, c'est à peu près la moitié de la population française, c'est un tiers sur le département Occitanie, qui aujourd'hui peuvent avoir du mal à recharger leur véhicule parce qu'ils n'ont pas naturellement de bornes attachées à leur pavillon, à faciliter l'accès au raccordement des véhicules électriques dans les copropriétés, avec différentes solutions qu'on pourrait évoquer si tu le souhaites tout à l'heure. Alors Jean-Michel, ce que dit Bastien, tout le monde est très intéressant parce qu'on n'est pas que automobiliste, on n'est pas que cycliste, on n'est pas que usager du métro. Des fois, on est les trois dans la même journée, et puis parfois que voiture, que métro. Et l'idée, c'est que tout ça fonctionne bien, avoir un bouquet de solutions. Oui, et on le retrouve dans les textes. Tissé autrefois, c'était un opérateur de transport public. Avec la loi LOM, on est devenu un opérateur d'intermodalité, de multimodalité. C'est pour ça qu'on traite le sujet du vélo en libre service, on traite la marche à pied, on ne le sait pas toujours. C'est nous qui travaillons sur la marche à pied. Et puis, on est dans cette logique de passage d'un mode à l'autre en permanence. C'est ce qui fait l'efficacité aujourd'hui du transport public. Alors Bastien, tout le monde, vous l'avez évoqué d'un mot, le chantier du métro, vous y êtes directement concerné, puisque on voit qu'il y a des grands travaux, il y a des tunneliers. Le premier a été dévoilé, on va dire, en tout cas la roue de coupe, il y a quelques jours. Tous ces points où les futures stations prendront place, vous les avez alimentés électriquement, parce que les tunneliers qui vont creuser le sous-sol toulousain sont électriques. Ah oui, effectivement, on n'a pas encore inventé les tunneliers à force animale. Donc ils sont électriques avec des grosses puissances. Un tunnelier, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est 10 MW de puissance. 10 MW. Un petit repère, 10 MW, c'est à peu près la puissance d'une ville comme Albi. Waouh. Donc il faut alimenter ces tunneliers dans des puissances considérables. Et ça, c'est des travaux qu'on mène en lien avec TCO. Donc il y a des infrastructures à construire pour alimenter ces installations provisoires. Et comme le disaient Jean-Michel et Catherine tout à l'heure, ce qui est essentiel, c'est qu'on puisse bien se parler, parce qu'on est tous un maillon de l'histoire, et s'il y a un maillon qui ne va pas, c'est toute l'histoire qui ne va pas. Et donc je crois savoir que pour ce chantier, puisque il y aura 5 tunneliers, je crois, au total. Plus le 6e qui est en cours plus le sur Amonville, mais c'est différent. Et donc ça vous a amené à créer 12 km de lignes électriques très haute puissance, j'imagine alors. Voilà, effectivement, il y a des infrastructures à construire. C'est 12 km de réseau qu'il a fallu tirer. C'est à peu près 8 millions d'euros d'investissement qui ont été faits pour permettre ces travaux qui sont des travaux de grande ampleur. Et alors, ce n'est pas des travaux, je dirais, one shot, c'est un seul coup, puisqu'ensuite, ce réseau que vous avez tiré va permettre de faire fonctionner le métro dans son exploitation quotidienne. C'est-à-dire que les stations seront déjà branchées, en fait. Ouais, enfin, le meilleur investissement, est, à la fois d'un point de vue économique et d'un point de vue environnemental, c'est celui qui peut servir plusieurs fois. Et typiquement, quand on construit des ouvrages comme ça, on dépense de l'argent, on pollue. Donc il faut pouvoir optimiser ces dépenses. Et c'est ce qu'on fait en réutilisant pour le fonctionnement les travaux qui ont été faits pour les travaux. Très bien. Alors, on a parlé avec Catherine de la ligne à grande vitesse Bordeaux-Toulouse et du nœud ferroviaire du Nord toulousain. Là aussi, un train, ça marche à l'électricité. Est-ce que vous avez été sollicité? Est-ce que vous êtes déjà engagé pour préparer l'arrivée de ces grands chantiers de mobilité ferroviaire?
Alors pour ce qui est de l'alimentation, enfin de la question électrique de la SNCF s'alimente directement sur le réseau de transport d'électricité. Ah, donc ça, c'est votre grand frère, on va dire. C'est celui qui est avant nous dans la chaîne de l'électricité. Néanmoins, on a beaucoup de discussions à avoir avec Catherine parce que la voie se crée à des endroits où il y a parfois des ouvrages électriques. Et tout comme pour le métro, il faut savoir les déplacer dans des conditions adaptées pour permettre les travaux. Et il y a parfois quelques complications techniques. Il est important qu'on puisse bien se parler pour le faire. Catherine, oui. On travaille aussi beaucoup ensemble dans le cadre de l'exploitation derrière pour gérer aussi la partie opérationnelle de l'exploitation de nos trains avec Bastien. Ah, très bien. Alors Catherine, justement, on a parlé LGV Bordeaux-Toulouse, mais il y a un autre projet de ligne à grande vitesse plutôt côté languedocien, la ligne nouvelle Montpellier-Perpignan. Juste pour fixer, on en est où de ce projet qu'on connaît un petit peu moins ici à Toulouse parce qu'on n'est pas immédiatement concerné? Alors, sur la ligne nouvelle Montpellier-Perpignan, on est sur un projet phasé. Une première phase Montpellier-Béziers, une deuxième phase Béziers-Perpignan. La première phase, objectif de mise en service 2034. La deuxième phase, on est plutôt sur du 2040. Donc sur la première phase, en fait, on est vraiment dans la continuité de ce qu'on a appelé, nous, la mise en service du contournement Nîmes-Montpellier. En 2017, la LGV a déjà été prolongée sur le territoire Occitanie en allant de Nîmes à Montpellier, par ce contournement Nîmes-Montpellier. L'intérêt de cette ligne nouvelle Montpellier-Perpignan, c'est de poursuivre et de descendre jusqu'à l'Espagne. Donc cette phase 1, elle sera essentielle pour continuer à redonner de la capacité ferroviaire, puisque sur la partie Montpellier-Béziers, on est saturé en termes d'infrastructure ferroviaire. L'arrivée de cette ligne nouvelle va nous permettre de désaturer et de redonner de l'oxygène pour développer les trains d'IO comme souhaite le faire la région, mais aussi redonner de la capacité aux trains de marchandises qui est en fort développement compte tenu des aménagements qui ont été faits en Espagne. L'arc méditerranéen, on a de fortes attentes. Et puis bien sûr, poursuivre le déploiement des lignes nouvelles. Pour vous donner un chiffre clé, sur cet arc-là, c'est à peu près 150 trains par jour qui circulent et une soixantaine de trains sur le contournement de Nîmes-Montpellier en parallèle. Ah oui, c'est considérable. Vous avez, on en parle encore intermodalité, vous avez dit, oui, ça va permettre de s'interfacer avec les trains LIO. Ça aussi, c'est toujours dans la logique, quand on crée de nouvelles lignes, de bien se connecter à l'existant. Exactement. Donc pour nous, tout l'enjeu, c'est vraiment la multimodalité et l'interconnexion entre les différents modes. Je dirais qu'on a deux gros sujets à instruire. C'est le rabattement de nos voyageurs vers les haltes TER. Quand on arrive en TGV, c'est pouvoir avoir une bonne continuité dans son parcours voyageur pour ensuite emprunter un TER pour faire les derniers kilomètres en ferroviaire. Et puis l'autre enjeu aussi pour nous, c'est tout ce qui concerne l'aménagement des haltes et des gares. Donc il y a des projets sur ce territoire-là d'aménagement de pôles d'échange multimodaux sur Villeneuve-les-Maguelones. Il y a des projets de déplacement de haltes pour qu'elles soient mieux positionnées, Frontignan et Saint-Césaire. Mais on a aussi des projets de création de nouveaux arrêts ferroviaires, Sablassou. Tout ça pour venir s'interconnecter aussi avec le réseau urbain. Sablassou, il y a le tram côté Montpellier. C'est à Montpellier, très Exactement. Bien. Alors Jean-Michel, là, on a parlé métro, on a parlé train, on a parlé électrification des mobilités. Il y a un autre grand chantier qui est moins spectaculaire que le métro, mais c'est toute la rénovation du réseau des stations Vélo Toulouse. Voilà, c'est plus qu'une rénovation, c'est une extension, puisqu'on va aboutir à 400 stations. On travaille bien entendu avec notre opérateur. Et les Toulousains vont découvrir en septembre, l'agglomération une année après, un nouveau système qui est le système du vélo en libre-service électrique, puisque chaque station sera équipée à 50% de manuel, à 50% d'électrique, avec possibilité dans l'avenir d'augmenter l'électrique si le succès est là, et je pense que le succès sera là. C'est-à-dire qu'on va permettre maintenant de faire du vélo sans trop transpirer. C'est peut-être aussi un déclencheur pour inciter les gens à basculer vers le vélo ? Sans trop transpirer et en allant plus loin. Ce qu'on sait sur le vélo électrique, c'est que les gens acceptent de faire des distances de plus en plus longues par rapport au vélo manuel. Et donc on va pouvoir atteindre des quartiers de Toulouse, des villes de l'agglomération qui aujourd'hui ne sont pas encore tout à fait connectés. Donc ça, c'est un grand chantier. Vous nous rappelez la date ? Donc c'est l'enjeu, c'est l'ouverture début septembre. On disait peut-être tout à fait fin août,
de cette année pour la partie toulousaine. On va passer à 400 stations et puis il y aura les 80 stations de l'agglomération l'année suivante. Donc un changement vraiment de dimension. Alors Jean-Michel Latte l'a dit, Bastien Tout-le-Monde, ces vélos vont être à assistance électrique. Donc qui dit électricité dit il va falloir modifier, il faut modifier. Je crois que vos équipes, vos agents sont déjà en train de modifier les stations. Pour vous, c'est un grand chantier parce qu'il faut aller très vite, hein, les enjeux sont rapides. Oui, c'est un grand chantier sur lequel il ne faut pas se rater. On se le disait avec Jean-Michel. L'électricité a été un outil formidable, mais il a une particularité, c'est que tant qu'on n'arrive pas à passer l'électricité dans les ondes Wi-Fi, il faut du réseau. Ah oui, il faut on encore est là, des câbles. On est là, et notre mission, c'est d'être là quand il faut, dans les délais nécessaires, et de bien se coordonner avec les différents porteurs de projets. C'est ce qu'on s'attache à faire avec TCO et avec JC Deco, qui est l'opérateur. Effectivement, on l'a dit, il y a 283 bornes à remplacer et 117 nouvelles à créer, qui va permettre de moderniser et d'étendre le réseau. Et ça rejoint ce qu'on se disait tout à l'heure au début de notre propos, c'est permettre de décarboner et d'optimiser tous les déplacements propres en complément du train, du métro, de la voiture électrique, le vélo électrique. On aura quasiment tout fait. Alors Jean-Michel Latte, avec toute cette offre de vélo-stations qui se développe, on a vu à post-Covid, les Toulousains sont montés tous sur des vélos, il y en a partout dans les rues, on voit des pistes cyclables qui sont apparues tout le long des grands axes. Est-ce que la physionomie de la mobilité toulousaine et métropolitaine est en train de changer ? Très clairement, il suffit de se promener en centre-ville. Moi, je suis cycliste, donc je vois des embouteillages vélo maintenant. Ça ne se voyait jamais. Au Pont-Neuf, par exemple, il y a une telle convergence de pistes que maintenant, on est sur des embouteillages de vélo. Tant mieux. Je crois que c'est une bascule intéressante. Il faut qu'on progresse maintenant sur les premières et secondes couronnes parce qu'il faut améliorer les axes en cause. C'est mon collègue Maxime Boyer qui est chargé de ce dossier et c'est un dossier qui va connaître un financement inédit par rapport à tout ce qu'on a fait sur le vélo à Toulouse jusqu'à maintenant. Très bien. Il y aura aussi, Catherine Trevet en a parlé tout à l'heure, de la halle des mobilités juste à côté de la gare de Matabio et qui prévoit 1000 places de vélo. Oui, on a un parking à 1000 places. On n'est plus dans l'unité, les 3 petites barrières qu'on mettait dans un coin de trottoir. On est sur un parking avec 1000 places de vélo. C'est un signe fort. Et là, ça sera des vélos, il y aura des vélos Toulouse, j'imagine, mais il y aura aussi des vélos particuliers qui viendront se garer. L'enjeu, c'est de permettre, entre guillemets, aux personnes d'accéder à la gare, d'accéder au métro, d'accéder à des axes forts de transport en vélo. En vélo, très bien. Alors Catherine, on va parler d'un autre mode de transport. Le président de la République a lancé la grande initiative des services express régionaux métropolitains, les SERM pour les appeler par leur acronyme. En gros, c'est un RER parisien qu'on va essayer de déployer dans 10 grandes métropoles toulousaines. Toulouse a levé le doigt pour être candidate. Toulouse Métropole avec la région Occitanie. Comment vous abordez ce nouveau futur grand chantier? Alors, Toulouse a levé le doigt et Montpellier aussi. Je le précise. On a 2 projets où on est candidat en Occitanie, Toulouse et Montpellier. Alors déjà, sur le SERM, Service Express Régional Métropolitain, moi je trouve toujours important de rappeler que c'est un projet de service multimodal. Le ferroviaire, là encore, on est toujours dans l'intermodalité. Exactement. Le ferroviaire n'en est qu'une seule brique. Nous, on est très intéressés par cet aspect multimodal parce que notre objectif premier, c'est le report modal. Et grâce aux actions de Bastien ou de Jean-Michel, eh bien, on facilite l'accès au train pour l'ensemble des citoyens. Et donc, plus de monde dans nos trains, c'est aussi notre objectif. Donc, un service express de ce type, l'objectif, c'est quoi d'un point de vue brique ferroviaire? C'est d'augmenter l'offre de trains en qualité et de façon connectée avec les autres modes de transport. Pour réussir ça, je dirais que j'ai 3 incontournables. Il me faut une infrastructure adaptée qui soit en capacité d'absorber plus de trains. Et est-ce que là, le fameux AFNT, les nœuds ferroviaires, va vous y aider? Je vais vous répondre juste après, je finis mes 3 points. Je suis impatient. Mais la réponse est oui, mais je vais la développer. Donc, d'abord, une infrastructure adaptée pour avoir plus de trains. Deuxièmement, une exploitation optimisée pour avoir des trains qui roulent bien. Et troisièmement, des pôles d'échange multimodaux, des gares et des haltes aménagées avec mes collègues justement pour aussi faciliter l'accès aux trains. Ça, c'est vraiment les 3 conditions. Maintenant, par rapport au rôle des aménagements ferroviaires en nord de Toulouse, oui, ça va nous aider parce que ces aménagements ferroviaires, de par la plateforme 4 voies
qui est créé redonne de l'oxygène et de la capacité et génère de nouvelles créations de haltes. Donc l'arrivée de Lavache, route de Launaguet, va permettre de favoriser le report et c'est une des briques, c'est une des étapes du CERM de Toulouse, de l'aire toulousaine. Donc oui, ça va y contribuer. Mais après, la difficulté qu'il faut qu'on traite, sur laquelle il faut qu'on travaille, c'est le nœud de la gare de Toulouse. La gare de Toulouse, c'est un peu un engorgement. Hein. C'est un engorgement. Alors pourquoi? Il faut avoir en tête, vous compariez le RER au CERM. En fait, il y a quand même une grande différence, c'est la fréquence. Un RER, c'est quelques minutes. Un CERM, ce ne sera pas une fréquence à quelques minutes. On va être au quart d'heure peut-être. Et puis, il y a l'environnement. L'Étoile de Toulouse, c'est un nœud ferroviaire où on voit déjà passer tout type de train. Pas que des RER. On va avoir du train du quotidien, des trains de marchandises, des trains longue distance. Donc, il faut gérer cette coactivité. Ils ne vont pas tous à la même vitesse, ils n'ont pas tous les mêmes contraintes. Ils n'ont pas les mêmes horaires, il y en a qui circulent la nuit. Ils n'ont pas les mêmes pointes, exactement. On a aussi un réseau qui est très hétérogène. En fonction des pattes de l'aire toulousaine, on va avoir de la voie unique ou de la double voie. On va avoir des lignes électrifiées ou pas électrifiées. Donc, ça génère aussi des contraintes d'exploitation. Tous les matériels ne peuvent pas aller n'importe où. Il faut donc qu'on s'adapte à cet environnement. Et c'est là où, potentiellement, en plus du développement qu'on peut faire de par l'infrastructure existante, il va falloir envisager effectivement d'investir sur l'infrastructure pour permettre de développer ce CERM. Mais on travaille des pistes avec nos partenaires d'optimisation. Une des idées, par exemple, ça peut être de créer des avant-gares, comme on a déjà aujourd'hui sur Arène, avec les navettes de ferroviaire Arène-Colomiers travailler en partenariat avec les équipes de Tisséo. C'est justement développer cette notion d'avant-gare pour permettre aux voyageurs de partir de loin, d'arriver sur une avant-gare à proximité de la gare de Toulouse, de se rabattre derrière sur le réseau de métro pour finir leur parcours. Ça évite de venir engorger le cœur de la gare et ça permet d'offrir des services en totale complémentarité. Donc on optimise les dispositifs. Ça, c'est un sujet intéressant. On travaille aussi l'idée de limiter le stationnement des trains en gare de Toulouse. Un train qui stationne en gare de Toulouse, ça mange la place. Ouais. Donc, de faire des trains traversants. Mais on a aussi un grand enjeu, c'est que Toulouse, on a un atelier de maintenance. On a des zones de ce qu'on appelle remisage, de stationnement de train. Ça génère beaucoup de mouvements dans le complexe ferroviaire. Et pour 360 trains commerciaux, il y a 200 trains techniques qui circulent sur ce complexe. C'est invisible pour le client. C'est invisible pour le client. Et donc, travailler aussi sur le schéma directeur de maintenance et de stationnement de nos trains de demain pour redonner de la capacité commerciale sur le cœur de Toulouse. Voilà, c'est quelques exemples que je peux vous donner. Très bien. Alors, on va arriver au terme de cette émission. Bastien, tout le monde, on a parlé tout à l'heure des mobilités. On essaie de faire basculer, en tout cas les élus essaient de faire basculer les Toulousains vers des modes décarbonés. La voiture électrique, c'est un mode décarboné. Un mot juste, vous êtes dans un plan de déploiement de bornes électriques sur la voie publique, mais aussi en domaine privé qui est important pour permettre aux gens d'acheter des véhicules électriques. Oui, alors les véhicules électriques, c'est bien, mais il faut pouvoir les recharger. Eh oui. Alors, ils se rechargent beaucoup chez nos clients qui le font à domicile. Ce qui fait qu'il faut qu'on adapte le système électrique pour qu'il soit en capacité d'absorber tous ces nouveaux usages de l'électricité. Vous les voyez, ces appels de puissance augmenter avec l'usage de la voiture électrique sur votre réseau? Oui, on les voit. Et il faut qu'on apprenne, avec tous les utilisateurs du système, à adapter les comportements pour qu'ils puissent accueillir tous ces nouveaux usages dans les meilleures conditions de fonctionnement et de coût. Donc il faut réussir à lisser un maximum les charges. Et c'est en particulier à travers de ce fameux dispositif dont on a beaucoup parlé, notre fameux système Linky, qu'on peut mesurer ce qui se passe et donc permettre à chacun d'adapter son usage pour qu'il soit le plus optimisé pour un fonctionnement global. Bon, très bien. Merci beaucoup à tous les trois. On en sait un peu plus sur les projets de transport et surtout leur interconnexion entre eux. C'est la clé. Merci de nous avoir suivis. Une émission qu'on retrouvera sur le site dépêche.fr et je vous dis à très bientôt.